financière. Donc, il nous faut une brigade de gendarmerie spécialisée dans la criminalité financière, de sorte que lorsque les gens montrent comme ça qu'ils ont de l'argent par devers eux, la brigade financière, la brigade de lutte contre la criminalité financière s'auto-saisit. La preuve, le procureur de Brazzaville vous dit quoi? Sur les réseaux sociaux, j'ai entendu parler d'Olizi. Eh bien, le procureur peut s'auto-saisir. C'est dans sa fonction, c'est dans ses missions. Il peut s'auto-saisir dès lors qu'il a connaissance des faits qui se passent à l'intérieur de son territoire. C'est là où il a le mandat d'agir. Donc, il nous faut une brigade pour lutter. Parce que sinon, l'argent arrive dans les caisses et l'argent disparaît. L'exemple le plus retentissant, ce sont les 14 000 milliards de francs CFA que Denis Sassou Nguesso lui-même a dit qu'on va épargner pour les générations futures. Donc, cet argent, au titre des recettes, est bien arrivé dans les caisses de l'État, au titre des dépenses volatilisées. Alors, comment expliquer cela? 14 000 milliards de francs CFA, c'est environ 8 années, 8 ans de budget national. C'est-à-dire, pendant 8 ans, on peut s'asseoir, on croise les mains, on ne fait plus rien, on arrête toute la production pétrolière, on arrête tout, mais nous avons de l'argent pour vivre 8 ans. 14 000, 8 ans, 14 000 milliards, c'est comme un père de famille, une mère de famille, un couple. Ils ont tellement réalisé des économies qu'ils ont de quoi vivre pendant 8 ans sans travailler, sans rien faire. 14 000 milliards. Mais lorsque le pouvoir vous dit que cet argent a disparu, lorsque le pouvoir n'est plus en capacité de vous expliquer cette dépense, c'est un pouvoir, même criminel n'est pas le mot juste. Chers téléspectateurs de R7, bonjour. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes, au Congo, Brazzaville principalement, mais aussi partout en Afrique et dans le monde. Alors, je dis partout en Afrique et dans le monde parce que nous recevons beaucoup d'analyses, des compléments, des commentaires et même des questions par rapport aux émissions précédentes. Et on voit bien que R7, la chaîne R7 est suivie beaucoup au Congo-Brazzaville, où il y a une soif de connaissance de nos citoyens qui veulent comprendre, qui veulent savoir, qui demandent des explications. Et nous faisons le plaisir d'apporter ces explications de la manière la plus scientifique qui soit. Et nous sommes très contents de voir que les analyses et les apports complémentaires qui sont faits dans les commentaires, en tout cas, viennent enrichir la réflexion que nous lançons. Nous sommes beaucoup suivis aussi dans les autres pays africains, y compris en Europe, en Amérique, en Asie, Hong Kong, Russie. En tout cas, on reçoit beaucoup de retours et je vous en remercie du plus profond de mon être. J'espère que vous passez des bons moments malgré la crise économique et financière dans notre pays, malgré les difficultés que vous pouvez traverser, surtout au Congo, mais aussi ceux qui vivent à l'étranger. Aujourd'hui, dans la chronique de cette semaine, je vous propose de réfléchir avec vous sur un sujet qui est capital, mais vraiment capital dans la vie d'un État, d'un pays, d'une nation, mais un sujet qui est souvent occulté dans les débats politiques. Alors, je vous ai déjà présenté comme chronique la souveraineté nationale, dans sujet dans lequel nous avons aussi abordé la sécurité nationale et l'intérêt national. J'ai présenté des sujets comme l'intégration nationale, à quel moment on dit qu'un pays est intégré, et je vous disais en substance qu'un pays est intégré dès lors que dans le pays, on définit les mécanismes par lesquels un enfant qui naît, peu importe dans n'importe quelle famille, riche ou pauvre, peut, à travers un parcours social, réaliser ses projets de vie, projets professionnels, projets personnels, peut choisir là où il veut vivre. Je donnais l'exemple que je cite beaucoup, hein,
Bétou que j'aime bien, puisque j'ai des fois passé mes vacances. Un enfant qui est né à Bétou, à Imfondo ou à Djambala peut, dès lors qu'il est congolais, choisir un parcours de scolarité et puis dire, tiens, moi, ma vie, j'aimerais terminer à Pointe-Noire dans une entreprise de logistique, portuaire ou encore pétrolière, dès lors que Pointe-Noire présente des possibilités en termes d'employabilité de la main-d'œuvre. Donc voilà, c'est ça, une société intégrée. Aujourd'hui, je suis toujours dans cette ligne droite d'expliquer aux Congolais c'est quoi un État, c'est quoi une nation, c'est quoi une république. En fait, mes chroniques tourneront surtout autour de ces sujets-là, comme vous l'avez vu. Et aujourd'hui, je vous propose d'échanger ensemble autour de ce qu'on appelle la loi finance. La loi finance, le budget de l'État, qu'est-ce qu'on peut entendre par ces données, qu'est-ce que ces mots qu'on entend souvent au quotidien chez nous, à quelle réalité ça peut renvoyer, parce que c'est un langage, quand on parle de l'économie et des finances, le langage est souvent pour le commun des Congolais, mais le commun des mortels, le langage est ésotérique et abscon, comme on nous disait en philosophie, que la philosophie est un langage ésotérique et abscon, que tout le monde ne peut pas comprendre. Et Rabelais, parlant de certaines sciences, il disait « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Et donc, aujourd'hui, je vais essayer, en tout cas c'est une tentative, de rendre plus accessibles les notions comme les finances publiques, la comptabilité publique, le budget, pour que les Congolais puissent comprendre qu'est-ce qu'on entend par ces choses-là, les impôts, les taxes, la fiscalité des personnes, la fiscalité des entreprises. Parce que généralement, quand on parle de ça, on pense tout de suite à l'Occident, comme si en Afrique, en général, et au Congo en particulier, ces choses-là n'existaient pas, alors même que ces choses-là constituent la première richesse de l'État. Alors même que ces notions sont essentielles dans la compréhension de la vie politique, la vie économique, la vie financière d'un État. Si vous ne maîtrisez pas ces données, si vous ne les connaissez pas, alors que vous êtes homme, femme politique, eh bien, dites-nous comment vous faites pour participer au débat politique. Le débat politique tourne essentiellement autour des sujets que je vais animer dans mes chroniques. C'est-à-dire, c'est quoi la souveraineté nationale, c'est quoi la sécurité nationale, c'est quoi l'intégration nationale, c'est quoi l'intérêt national. Un homme politique, une femme politique, quand il parle, c'est toujours autour de ces sujets. Et l'un des grands sujets que nous occultons très souvent, c'est les finances publiques, le budget de l'État, la fiscalité nationale, fiscalité des personnes, fiscalité des entreprises, c'est-à-dire ce qui fonde les fondements de la richesse de l'État et comment l'État utilise cette richesse-là. Donc, j'expliquerai par rapport à la réalité congolaise, de sorte que chacun, dans un débat politique avec les responsables du PCT, les responsables de l'UPADS, tous les partis politiques, et qu'il s'agisse de notre parent Clément Mirassa, qu'il s'agisse de Claudine Mounari ou de Mathias Nzo qui a été ministre des Finances, devrait être encore plus pédagogue pour expliquer ces choses-là. Monsieur Andeli, qui a été ministre des Finances aussi, les premiers ministres que vous avez connus au Congo, dont celui qui est en poste aujourd'hui, monsieur Anatole Coliné Makosso, le président de la République, Christelle Denis Sassou Nguesso, qui nous signe tous les jours les contrats dans le cadre du partenariat public-privé. Ce sont ces sujets-là qu'ils doivent vous expliquer. Je vous rappelle, pour ceux qui ont eu la chance de vivre cet événement qu'on a connu sous le nom ou le vocable de conférence nationale en 1991, se souviennent, les débats autour des assassinats politiques au Congo, le palais de congrès faisait salle comble. Les débats sur les faits sociaux, salle comble, mais les débats économiques et financiers, c'est-à-dire là où on va parler de la vie économique et financière du Congo, eh bien, c'était le vide. Et aujourd'hui encore, regardez à l'Assemblée nationale, tous les débats autour de la vie économique et financière du Congo
le Parlement est vide. Les députés, les sénateurs tournent autour du pot. Personne ne va au fond de la chose, au fond du sujet. Et parmi ces sujets-là, il y a la question de la loi finance. On entend les débats autour de la loi finance, on entend les débats autour du budget, mais personne ne comprend rien. C'est quoi une loi de finances? Pourquoi un pays a besoin de voter une loi de finances? Parmi toutes les lois qu'on va voter dans une année civile, et notamment, on appelle ça en année N-1 dans l'exercice d'un budget, pourquoi la loi de finances devrait être le sujet le plus important du débat national? Sous l'autorité du ministre en charge du budget, la direction du budget joue un rôle essentiel dans le pilotage des finances publiques. C'est elle qui élabore le projet de loi de finances en lien avec les ministères. Le PLF, comme il est souvent appelé, est le document officiel qui autorise les recettes et les dépenses de l'État pour l'année à venir. Chaque année, il y a toujours deux parties dans la loi de finances. La première partie définit les ressources du budget de l'État, donc l'ensemble des ressources qui sont prélevées sur l'économie française d'une année, et les dépenses qui sont en face. Ça donne un équilibre, et ça, par ce biais-là, le Parlement autorise le gouvernement à lever les impôts et autorise le gouvernement à s'endetter lorsqu'il y a du déficit pour financer l'équilibre de l'État. En deuxième partie, en revanche, politique par politique, on vote les crédits des ministères pour mener à bien les politiques qui sont les leurs. La préparation du PLF nécessite un long travail de la part de la direction du budget et de ses partenaires. Dès le début de l'année, ces équipes étudient les hypothèses d'évolution des dépenses pour l'année suivante. Elles rencontrent ensuite les différents ministères qui précisent leurs demandes d'évolution de leurs crédits et de leurs emplois. Débutent alors d'intenses négociations entre les besoins ministériels, les priorités politiques affichées et les objectifs de redressement des finances publiques. Un processus qui s'étend sur plusieurs mois et implique de nombreuses directions de Bercy et des ministères, au premier rang desquels on trouve les agents de la direction du budget. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres directions de Bercy qui sont mobilisées. La direction générale des finances publiques est mobilisée dans la préparation et quelquefois dans le suivi aussi de certains articles et de certains amendements. On a aussi les douanes, la DGCCRF. Donc c'est un texte qui mobilise bien sûr l'ensemble de Bercy. Mais c'est vrai qu'avec la DLF et la DB, on est quand même en première ligne sur ce texte chaque année. Une fois les crédits attribués et les grandes orientations du budget esquissées, place à la rédaction du PLF. Le texte est ensuite soumis au Conseil d'État et au Haut Conseil des finances publiques avant d'être présenté en Conseil des ministres. La suite se déroule à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Le Parlement dispose de 70 jours pour examiner et voter le budget. Pendant cette période, la direction du budget travaille en étroite collaboration avec les cabinets ministériels pour défendre et adapter les différents articles du PLF au fur et à mesure des débats. La direction du budget a appuyé et préparé le ministre à cette présentation du budget, notamment en étudiant les amendements qui ont été déposés par les parlementaires sur la mission et en lien évidemment avec les cabinets ministériels. La direction du budget a piloté les projets de réponse aux amendements qui sont ensuite soumis au ministre pour sa présentation du budget. Arrive alors la dernière ligne droite et la promulgation au journal officiel. On défend pour le gouvernement le projet de texte, le projet de loi de finances devant le Conseil constitutionnel avant qu'il entre donc en vigueur avant le 31 décembre de l'année. Et ça recommence avec un nouveau cycle l'année d'après. Un éternel recommencement, ou presque. C'est à la fois très différent et très semblable, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes échéances, à peu près les mêmes acteurs, les mêmes problèmes qui peuvent se poser. Donc les dates sont quasiment identiques une année après l'autre, mais c'est vrai que le contenu change en fonction de l'actualité, en fonction des priorités du gouvernement, en fonction aussi des priorités qui peuvent être celles du Parlement. Voilà, c'est donc un processus dans lequel on peut s'améliorer chaque année, mais en même temps, effectivement, on a toujours affaire à des choses nouvelles et donc il y a toujours des surprises. Parce que la loi de finances dont on vous parle souvent, regardez, sortez de la réalité congolaise, sortez du Congo. Je vous exhorte, mes chers compatriotes, sortons du Congo. Voyageons, non pas seulement physiquement, mais surtout intellectuellement. Parce que vous avez des gens qui habitent en Occident, qui habitent dans des pays où ils ont accès au savoir universel, mais qui vont raisonner comme si ils étaient encore au Moyen-Âge. Comme disait mon professeur de philosophie en première, Dominique Manzazi, paix à son âme, qui nous a aidés à développer non pas seulement la pensée, mais aussi, en tout cas, et c'est ce qu'il nous disait souvent, je vous apprends non seulement à penser, mais à bien penser, et plus encore, à bien penser les pensées.
Donc, nous qui avons eu la chance, et je n'ai pas honte de le dire, et d'ailleurs, je suis même plus sévère avec ceux qui sont arrivés à l'université, c'est-à-dire ceux qui ont eu la connaissance universelle. L'université suppose que vous avez la connaissance universelle. Celui qui est arrivé, celui qui s'est écrasé à l'école primaire, celui qui a échoué à l'école primaire, il n'a que des amis de son quartier. Celui qui arrive au collège a des amis de plusieurs quartiers. Regardez le schéma au Congo. Et celui qui arrive au lycée, il a des amis encore de plus de quartiers. Et celui qui arrive à l'université universelle, eh ben, il a des amis très souvent du monde entier parce que c'est souvent à l'université qu'on rencontre le monde. Et donc, quand vous avez des universitaires qui prostituent le savoir, qui prostituent leur intellect, leur conscience intellectuelle et professionnelle, ce n'est pas pardonnable et je vous donnerai des exemples. Donc, quand vous discutez avec ces gens-là, posez les vrais sujets et dites-leur très souvent, tiens, monsieur le ministre, vous nous dites ça, oui, mais vous avez quel diplôme? Et qu'est-ce qu'on vous a enseigné à l'université? Je me souviens de Théophile Obenga, Yvon Norbert Gambeg, Emmanuel Essakomba, paix à son âme, Jean-Pierre Tister Tikaya, paix à son âme, il était aussi un de nos professeurs. Monsieur Bafou était là, Abraham Ndingabo, Samba Kimbata, qui nous a fait le cours de climatologie et j'en passe. Qu'est-ce que ces gens nous disent très souvent? Mais je peux faire une extension vers des amis étudiants qui étaient en sciences économiques, qui étaient à la faculté des sciences, qui ont étudié par exemple les mathématiques et la physique. Est-ce que la manière dont on nous a enseigné pi égale à 3,14, lorsque ces amis-là sont arrivés en URSS ou en Russie aujourd'hui, en Chine, en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud ou au Cameroun, on leur a dit que pi n'est plus égal à 3,14, pi est devenu 3,13 ou 3,15. Pas du tout. Donc, la science est universelle. Et ce que je vous dis sur les budgets ou les finances aujourd'hui, c'est de l'universalité. Maintenant, Thierry Mungala, qui a l'habitude de dire, mais nous avons nos cultures, Sassou Nguesso, qui a l'habitude de danser le bokoko, les Jean-Dominique Okemba qui préfèrent danser les danses traditionnelles que de s'occuper véritablement de ce qu'on appelle la sécurité nationale, ils peuvent toujours faire ce qu'ils font. Vous pouvez toujours continuer à les applaudir, mais ça, c'est votre problème. Parce que vous n'allez pas empêcher le monde de marcher ou de rouler ou de circuler. Pendant que vous vous amusez, les autres sont au travail. Pendant que vous avez certains esprits égarés ou encore retardés qui vous disent que le monde est sous contrôle ou pas. Oui, mais sauf que Paris continue à nous dominer. Ce n'est pas nous qui contrôlons Paris, c'est Paris qui nous contrôle. Donc, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est pour alimenter vos débats au PCT, à l'UPADS, au sein du gouvernement. C'est quoi le Conseil des ministres? Qu'est-ce qu'on vient faire au Conseil des ministres? Qu'est-ce qu'un ministre vient faire? Quand vous avez un ministre, je crois que c'est Ibombo qui dit « Je n'ai aucune pensée, je n'ai aucune vision, je ne fais que matérialiser la vision du président de la République. » Alors que Sassou vous dit « Je ne dors pas, je ne sais pas quoi faire. » Alors, ça veut dire que nous sommes perdus. Et peut-être que demain, il faut qu'il y ait cette révolution que nous appelons de toutes nos forces pour que ceux qui savent ce qu'il faut faire, même s'il se trompe, ce n'est pas grave. Celui qui sait ce qu'il est en train de faire, s'il se trompe, il saura corriger. Mais celui qui ne sait même pas ce qu'il faut faire, comment saura-t-il qu'il est en train de se tromper? Donc, c'est très méthodologique comme façon de faire. Venons-en à notre histoire de la finance publique, de la loi finance et du budget, puisque ce sont des choses qu'on entend comme ça, très rapidement, au Congo-Brazzaville, pendant le journal de 20 heures et autres. Rappelez-vous que je vous avais déjà brossé la naissance de l'État au Congo, qui est un héritier de l'administration coloniale. Les institutions au Congo ont commencé avec la colonisation. Et donc, quand nous devenons indépendants, nous héritons de modèles d'organisation administrative tel que l'a construit le colonisateur. Donc, le gouverneur de l'Afrique équatoriale française, donc Félix Éboué, parmi les plus célèbres, eh bien, nous l'avons transformé d'abord en Premier ministre avec Youlou, et puis président de la République, toujours avec Youlou. Et donc,
nous avons même hérité des bâtiments publics qu'occupaient avant les administrateurs coloniaux. Et donc, lorsque nous devenons un État, mais pour fonctionner, on a besoin d'argent, puisqu'il y a eu changement de paradigme. Nous ne sommes plus dans la production d'une économie de subsistance, nous sommes maintenant dans la production d'une économie de type industriel, d'une économie de masse, et donc on va réfléchir autrement. Donc je vous invite à regarder par exemple les premiers gouvernements. La grande problématique de Yulu, par exemple, quand il arrive au pouvoir, c'est essayer de réfléchir sur le modèle de l'État. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Est-ce qu'un État unitaire, fédéral, décentralisé, centralisé, monopartiste, pluripartiste, démocratique? Voilà, ça a été vraiment un vrai sujet philosophique, de philosophie politique lorsque Yulu arrive. Mais qu'importe, Yulu arrive et il bénéficie d'une administration qu'on appelle le Trésor public, qui est sous l'autorité du ministère des Finances. Mon Dieu, mettez-vous à la place de Yulu. Je ne dis pas qu'il faut être pour ou contre Yulu, ce n'est pas ça le débat. Mais mettez-vous à la place de Fulbert Yulu, qui arrive et qui est le premier pilote d'une voiture, d'un avion, d'un bateau, d'une navette spatiale, pour, en tout cas d'un outil pour lequel il n'a peut-être pas la maîtrise de toutes les données. Mais ça vaut pour Yulu, ça vaut pour Tombalobaye, ça vaut pour Léomba, ça vaut pour Kwame Nkrumah, ça vaut pour Sékou Touré, Sédar Senghor et Houphouët-Boigny, qui ont été ministres en France, ont eu peut-être beaucoup plus d'expérience que les autres, qui ont été plutôt des syndicalistes ou des religieux, qui par la force des choses sont arrivés au pouvoir. Donc, ils héritent quand même d'un appareil qui n'est pas facile à piloter. Attention, l'État n'est pas un appareil facile à piloter. Au Congo, avec Sassou, on a pensé que n'importe qui peut arriver à n'importe quelle fonction et on a nommé les parents, on a nommé les cousins, alors que non, il faut des compétences bien particulières. Des compétences qui peuvent être plus ou moins innées chez certaines personnes qui ont une conscience forte de ce que c'est la nation et l'État, mais qui n'ont pas eu la chance d'arriver à l'université. Il y en a. Moi, je peux vous citer les Mao Tse-tung, les Deng Xiaoping, qui ont réalisé des vraies réformes en Chine, mais qui ne sont pas des grands universitaires, qui ne sont même pas arrivés à l'université. Vous avez en France un ministre de Finances qui a fini Premier ministre, Pierre Bérogovoy, qui n'est pas grand universitaire, et d'ailleurs un des meilleurs présidents au Congo, peut-être le meilleur président au Congo, Alphonse Massamba Deba, ce n'est pas un érudit, ce n'est pas quelqu'un qui va étaler comme ça des diplômes universitaires, et pourtant, Alphonse Massamba Deba, de 63 à 68, a fait ce qu'aucun autre président n'a pu faire au Congo. Regardez vous-même, regardez 1963-1968, et de 68 à aujourd'hui, ni Marien Gouabi qui est resté longtemps, et ni Sassou qui est resté encore 10 fois plus longtemps que Massamba Deba, n'ont réalisé le quart de ce que Massamba Deba a fait. L'industrialisation du Congo, c'est Massamba Deba. L'économie congolaise, qui était une économie compétitive sur le plan africain et sur le plan international, c'est Massamba Deba. Les produits Kintsundi étaient vendus dans la redoute, c'est Massamba Deba. Et pourtant, voilà. Donc, il y a des gens, sans faire des études universitaires, ont une sensibilité du service public, de sorte qu'ils vont être des autodidactes quand ils arrivent aux affaires, ils vont beaucoup travailler et croyez-moi, ils peuvent vous donner des bons résultats. Donc, le fait d'être universitaire ne prépare pas à être président, ministre ou directeur, mais par contre, si on est universitaire, on a déjà plus de chances pour bien faire, pour mieux faire, parce que on a eu accès à une connaissance que tout le monde n'a pas. Donc, chez nous, on entend parler du ministère des Finances et surtout, on entend parler du Trésor national, le Trésor public. Ce n'est pas le trésor du roi, de la reine, ce n'est pas le trésor de Congo Assistance, de Antoinette Sassou Nguesso. On peut toujours se demander comment est financé Congo Assistance. Donc, le Trésor public, c'est notre coffre-fort. C'est là où arrivent toutes les recettes de l'État. Donc, ce document qu'on appelle la loi finance, c'est un document dans lequel on retrouve
toutes les charges et toutes les ressources de l'État en année X. C'est-à-dire, lorsque nous sommes vers le mois entre juin et octobre, là, par exemple, le ministère des Finances commence à travailler en lien avec tous les autres ministères pour commencer à construire la loi de finances 2025. C'est préparé toujours en N-1. Quand on dit N-1, c'est-à-dire l'année avant l'année de l'exercice. Donc, le budget 2025, c'est maintenant qu'on commence à le préparer. Mais en se basant sur quoi? En se basant sur les dépenses de l'État réalisées entre janvier et juillet de cette année. Donc, on va aller regarder rapidement quel est le niveau des recettes et le niveau des dépenses de l'État depuis le 1er janvier 2024 jusqu'aujourd'hui. Et par extrapolation, si on maîtrise bien les entrées et les sorties, on peut donc se fixer une somme au 31 décembre à la fois de recettes et une somme à la fois de dépenses. Et donc, on va essayer donc de construire le budget de l'année prochaine en tenant compte de la situation internationale, du baril de pétrole, les prix des matières premières, mais de tout ce que nous exportons qui nous rapporte de l'argent. Et surtout, je ne pense pas qu'on aura le temps, mais je lance le débat et chacun peut aller chercher. Et surtout, le niveau de prélèvement de notre fiscalité. Quel est notre système fiscal? La fiscalité, généralement, dans beaucoup de pays, notamment les pays développés, la fiscalité, c'est 95% de recettes de l'État. Donc, une fois qu'on a toutes ces données, le gouvernement élabore un document qui, vers le mois d'octobre, est présenté au Parlement sous le nom de loi de finances, c'est-à-dire comment l'État va donc agir sur les politiques budgétaires, c'est-à-dire c'est la loi de finances, c'est le budget de l'État. Donc, comment l'État va agir en tenant compte de ces politiques budgétaires pour récolter de la richesse, c'est-à-dire créer de la richesse, prélever les taxes. Ça peut être les produits de vente des matières premières ou autres. Ça peut aussi être des produits financiers liés au placement que l'État a réalisé. Et donc, combien l'État prévoit de recettes dans ses caisses pour financer quel type de charges? Ou, je peux inverser l'argument, c'est quelles sont les charges de l'État pour l'année 2025 et comment l'État va faire pour financer ces charges-là, c'est-à-dire quelles seraient ses ressources et comment l'État va chercher ces ressources-là. Donc, lorsqu'on est en train de parler de la loi de finances, on n'est pas en train de fantasmer, on n'est pas en train d'imaginer, on n'est pas en train de rêver, on est dans le concret. C'est-à-dire, le ministère de la Santé, en 2021, 2022, 2023, quel ont été l'état des dépenses? Est-ce que ce sont des dépenses maîtrisées ou bien que c'est des dépenses à volo? On a fait n'importe quoi. Et si on a fait n'importe quoi, on corrige. Si on a moins dépensé par oubli, mégarde, ça peut arriver, on corrige. Et si on a trop dépensé aussi parce qu'on a fait n'importe quoi, on corrige. Et donc, on essaie de voir de façon technique, scientifique, l'état des dépenses des années précédentes et comment organiser les dépenses futures. Pareil, en termes de ressources, comment on a prélevé les ressources les années précédentes? Est-ce qu'il y a des lignes budgétaires qui coûtent plus cher, par exemple, au prélèvement, comment on appelle ça, quand on met en place des mécanismes? Je prends par exemple tout ce qui est contravention. Alors chez nous, ça n'existe pas, ça finit dans les poches des policiers. Ça aussi, c'est un gros chapitre de la corruption. Par exemple, les contraventions dans certains pays, on a supprimé certaines contraventions parce qu'on se rend compte qu'une contravention de 5 000 francs va coûter 7 000 francs pour le prélever. C'est-à-dire toutes les dépenses liées au papier, à l'enveloppe, au stylo, au temps de travail de l'agent. Tout ça, on va chiffrer à 7 000, 8 000 francs CFA, mais au final, c'est une amende qui rapporte 5 000 francs CFA à l'État. Donc, on voit bien que soit on augmente l'amende au-delà de ce que ça nécessite comme coût de production, soit on laisse tomber. Mais donc, tous ces éléments collectés permettent de dire pour l'année prochaine comment on va faire au niveau de nos ressources pour augmenter encore nos ressources, mais aussi maîtriser nos dépenses. Et donc,
Prenez juste la liste des ministres. Vous les connaissez mieux que moi. Chaque ministère fait remonter son état de recettes et de dépenses. Alors, il y a des ministères qui coûtent plus à l'État qu'ils ne rapportent, mais ce n'est pas le problème. Par exemple, la santé. La santé coûte plus cher à l'État, c'est normal, parce que la santé des populations n'a pas de prix. L'éducation nationale coûte plus cher à l'État qu'il ne rapporte, c'est tout à fait normal, parce qu'un État qui se veut égalitaire, un État qui veut réaliser l'intégration sociale, c'est-à-dire permettre à ses citoyens d'être intégrés, est obligé de dépenser pour ses citoyens sans en attendre forcément des bénéfices. Donc l'État organise à perte l'éducation nationale et la santé. Ça, c'est normal. Et donc, malgré tout, il faut que l'État nous dise comment il trouve l'argent pour assurer l'éducation nationale et la santé. Et donc, l'État, quand il organise l'éducation nationale et la santé, il n'attend pas de bénéfices, en tout cas pas de façon immédiate. Les économistes vous diront, c'est un investissement à somme nulle. On a une obligation des moyens, mais pas une obligation de résultat. Mais n'empêche, lorsque l'État forme, c'est pour que la population active soit plus opérationnelle, plus compétente et donc plus productive. Parce que quand on transmet les connaissances et les compétences, on attend que les Congolais, en âge de travailler, puissent les appliquer et l'État en tire profit, mais beaucoup plus tard, au titre, par exemple, de la fiscalité, l'impôt sur le revenu. Hein, on pourra revenir là-dessus. Et ces Congolais qui vont créer des entreprises, ils vont participer à la richesse du Congo au titre de les taxes fiscales, taxes sociales, impôt sur le revenu, impôt sur les entreprises. Donc, la santé, pareil. Quand l'État investit dans la santé, les économistes et les financiers vous diront investissement à somme nulle puisque l'hôpital public n'a pas pour vocation première de faire du bénéfice. Même si on nous fait payer les soins, mais c'est une modique somme pour rappeler que les soins ne sont pas gratuits, mais ce sont des hôpitaux publics. Par contre, les Congolais en bonne santé ne vont pas rester cloîtrés chez eux, ils seront au travail. Donc, le but de la santé publique, c'est de prévenir les maladies, les soigner quand ces maladies apparaissent et surtout remettre sur pied tout employé, tout salarié pour qu'ils repartent au travail parce que sans quoi, si 80% de la population active, ce sont des malades, eh bien l'économie tombe. Donc, il faut qu'on puisse bien définir les missions de chaque service. La fourniture de l'énergie, l'eau et l'électricité aussi. Pareil, l'État est obligé d'intervenir parce que la population doit avoir les énergies nécessaires. Si on continue à s'éclairer avec du charbon, des lampes à pétrole qui produit du dioxyde de carbone et tout, ça nuit à notre santé. Et là aussi, dans la plupart des États, l'État va subventionner certaines entreprises publiques ou même privées, mais avec des subventions de l'État, combien l'entreprise tire en termes de revenus et combien l'État complète. Donc, chaque ministère dit quel est son état des recettes et des dépenses et de combien le ministère a besoin pour bien fonctionner. Et croyez-moi, jamais un ministère n'élabore un budget médiocre qui ne permettra pas son fonctionnement. Donc, lorsque le ministère des Finances rassemble les budgets, les besoins de tous les ministères, les recettes et les dépenses, l'état de recettes et des dépenses, le ministère des Finances rédige un document qu'on appelle la loi de finances, c'est-à-dire ce qui va être le budget de l'État en une année pleine. Et c'est toujours du 1er janvier au 31 décembre. Donc, quand on arrive le 31 décembre, l'exercice budgétaire est terminé. On arrête les dépenses et on commence un nouvel exercice. C'est-à-dire que si vous avez des achats octroyés au titre du budget 2024, vous avez jusqu'au 31 décembre, facture faisant foi, de les réaliser. Toutes les dépenses du 1er janvier entrent dans l'exercice 2025. Ce débat autour de cette loi finance, c'est le débat le plus important dans tous les parlements du monde. Je n'ai pas dit le Parlement africain, j'ai dit tous les parlements du monde. Les débats les plus importants, ce sont les débats portant sur la loi de finances. Parce que c'est dans ce document que l'État vous dit
comment je vais prélever mes recettes et comment je vais les dépenser. Et ça, c'est quand même triste de voir que dans un pays comme le Congo, qui produit près de 3 000 milliards de francs CFA de recettes, que le débat sur la loi de finances, c'est-à-dire comment l'État congolais dépense l'argent, c'est un débat où les parlementaires et les politiques sont aux abonnés absents. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment l'État et ses parts, notamment les institutions internationales comme le FMI et la Banque mondiale, principalement, mais aussi la Banque de France, l'Union européenne, le Club de Paris, le Club de Madrid, le Club de Londres, les institutions financières internationales privées qui nous donnent, nous, nos chiffres à nous, alors que toute la production et toute la dépense se passe au Congo. Donc, nous avons tout intérêt d'avoir des institutions de recherche avec comme champ d'action les finances publiques, la gestion des finances publiques, le budget, qu'est-ce qu'on entend par le déficit, qu'est-ce qu'on entend par la consommation du pain, du manioc, de l'eau, de l'huile de palme. Tout ça, il nous faut des spécialistes, des gens qui étudient et qui éclairent les populations là-dessus. Le pétrole, le bois, les minéraux, les terres, par exemple, quelle est la puissance de la terre, l'agriculture, l'agro-pastoral, l'élevage, ce que vous voulez. Il nous faut des instituts qui étudient cela. On a besoin des instituts de statistiques pour éclairer. Lorsqu'on dit les recettes de l'État, quels sont les différents chapitres et les responsables doivent publier des articles. Ça doit être enseigné dans les collèges, dans les lycées et plus encore à l'université, en sciences économiques, et dans la plupart des départements. Donc, nous avons chaque ministère qui reçoit réellement, ce n'est pas du fantasme, qui reçoit réellement sa part de budget. C'est comme ça. Et d'ailleurs, lorsque le budget est élaboré, le budget ne s'arrête pas seulement au niveau de l'État congolais. Non, notre budget, une fois élaboré, est connu des institutions africaines. Je me limite en parlant de l'Union africaine. Donc, l'Union africaine reçoit, de par ses institutions spécialisées, les budgets de tous les pays, tous les États membres. L'ONU en reçoit. Et le FMI et la Banque mondiale n'en parlons plus. La Banque mondiale et le FMI reçoivent chaque année notre loi de finances. Et ils savent donc qu'au Congo, voilà l'état des recettes, voilà l'état des dépenses, quelle est leur stratégie budgétaire. La stratégie monétaire, on n'en a pas, puisqu'on a tous en commun le franc CFA, sauf si tous les chefs d'État se mettent d'accord. Mais quelle est notre stratégie budgétaire? On le sait. Souvenez-vous, quand je vous parlais de l'intégration sociale, notre loi de finances doit obéir à une chose. Comment maîtriser l'inflation? Comment améliorer nos recettes? Comment maîtriser nos dépenses? Et surtout, comment éviter le chômage de masse? Ça, c'est la politique gouvernementale budgétaire. Comment éviter le chômage de masse? C'est la responsabilité du gouvernement. Même les entreprises privées surveillent la loi de finances comme on surveille l'huile sur le feu. Pourquoi? Parce que je suis une entreprise privée. Dans la future loi de finances, l'État a prévu des taxes supplémentaires sur les entreprises. Mais je suis obligé de réagir. C'est pour cela qu'il y a le dialogue entre les gouvernements et le patronat. Ça ne tombe pas du ciel. Bopaka Peinture, à un moment donné, a dû respecter sur la dette intérieure en disant « mais l'État nous doit trop » et l'État continue à nous imposer des taxes. Donc, le débat sur la loi de finances ne peut pas être un débat galvaudé. Il faut que les Congolais s'approprient la loi de finances et le budget de l'État dans les débats de tous les jours. Parce que c'est là le cerveau d'épicentre, la matrice de notre vie. Et donc, lorsque vous entendez qu'on arrive au 1er janvier, sauf si vous entendez dans la presse internationale que notre budget a été retoqué par les institutions internationales, notamment le FMI et la Banque mondiale, je vous prends l'exemple sans les incriminer, mais le Burundi, le Niger, le Mali, pour ne citer que ces pays-là, pendant très longtemps, leurs budgets ont été retoqués parce que les recettes étaient moindres alors que les dépenses étaient colossales. Le budget de l'État, comment ça marche? Le budget de l'État est constitué
de recettes et de dépenses. 95% des recettes sont des recettes fiscales, c'est-à-dire les impôts sur le revenu, les sociétés et le patrimoine. Et les taxes sur la valeur ajoutée ou les produits pétroliers par exemple. Les dépenses, quant à elles, sont de 4 natures. Les dépenses de fonctionnement, comme les salaires des fonctionnaires. Les dépenses d'intervention, dans le domaine social et économique, comme les allocations chômage, mais aussi internationales, comme la contribution à l'Union européenne. Les dépenses d'équipement et d'investissement, la construction d'une route par exemple. Depuis plus de 30 ans, l'État dépense plus qu'il ne perçoit. On dit qu'il est en déficit budgétaire. L'État s'est endetté pour faire face à l'accumulation de ces déficits. Il faut donc ajouter un 4e poste de dépenses lié aux intérêts de cette dette. Attention, nous parlons ici de déficit budgétaire, qui ne comprend que les dépenses et les recettes de l'État, et non de déficit public, qui prend également en compte celles des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. Dans la zone euro, tous les pays se sont engagés à présenter un déficit inférieur à 3% du PIB. Pour réduire son déficit, l'État a 2 leviers à sa disposition. L'augmentation de ses recettes et la réduction de ses dépenses. C'est le gouvernement et le Parlement qui déterminent quel levier privilégier lors de l'élaboration du budget. Pour cela, chaque année, de janvier à septembre, tous les ministres participent, sous la coordination du ministre du Budget, à la préparation du budget de l'année suivante, dans ce qu'on appelle le projet de loi de finances. La loi de finances doit ensuite être adoptée par le Parlement, puis promulguée par le président de la République avant le 31 décembre. Tout au long de ce processus, des institutions indépendantes, telles que la Cour des comptes ou l'Union européenne, exercent un contrôle. Pour établir le budget, le gouvernement doit tenir compte des prévisions de croissance. En effet, si l'activité économique ralentit et que le chômage augmente, les recettes fiscales de l'État diminueront. Et certaines de ces dépenses, les allocations chômage notamment, augmenteront. Réciproquement, les choix en matière budgétaire ont des effets sur l'activité économique. En effet, si l'État dépense davantage en prestations sociales afin d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages, cela peut avoir un effet positif sur la consommation et la croissance. Les orientations retenues dans le budget sont déterminantes pour les politiques publiques. Il est donc essentiel qu'elles soient analysées et discutées dans le débat public. Et d'ailleurs, je ne vais pas les citer pour qu'on ne dise pas que je stigmatise certains pays. Vous avez des pays en Afrique principalement qui ne peuvent pas boucler leur budget sans l'apport du FMI, de la Banque mondiale ou encore de l'Union européenne et autres. Pour juste schématiser, le budget de l'Union africaine est établi à partir des cotisations statutaires des États membres. Or, certains États ne cotisent pas. Donc, l'Union africaine établit un budget déficitaire. Mais comme le budget est déficitaire, le déficit est comblé par l'Union européenne. Vous avez suivi ce fameux débat où les Africains découvraient comment ça l'Union africaine est financée par l'Union européenne. Mais pourquoi ils les découvrent aujourd'hui? Il faut aller chercher. Internet est aujourd'hui une bibliothèque. Allez sur le site du FMI, allez sur le site de l'Union africaine ou de la Banque mondiale et vous verrez. Et donc, le budget de certains pays, comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas de recettes qui entrent, eh bien, ils sont obligés de faire appel aux institutions financières internationales, publiques ou privées, comme le FMI, la Banque mondiale ou le Club de Paris, ou encore, ils vont procéder par l'emprunt, donc l'endettement. Donc, vous voyez bien que chaque pays, lorsqu'on vous dit que le budget a été voté, ça suppose que ce pays-là a l'argent pour faire ce qu'il a écrit dans la loi de finances. Et c'est pour cela qu'il faut aller voir dans la loi de finances qu'est-ce qu'on a prévu.
je vous citais il y a quelques années le cas de notre ministère de la Santé, qui reçoit chaque année entre 150 et 170 milliards de francs CFA au titre de son budget de fonctionnement. Investissement, gestion courante et autres. Mais où va cet argent? En fait, mon propos aujourd'hui, c'est de vous dire, lorsqu'on parle du budget de l'État, ça veut dire que c'est de l'argent au titre des recettes, c'est l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Si le moindre centime n'atterrit pas au trésor public, on ne le compte pas. Donc, quand on vous dit que le budget a été validé, et surtout, écoutez bien les discours de Sassou Nguesso lui-même, président de la République. Notre budget est excédentaire de 300 à 500 milliards de francs CFA. C'est de l'argent qui existe. Vous voulez la preuve que l'argent là existe? Mais où trouve-t-il l'argent qu'il donne lorsqu'il danse? Sassou n'est pas propriétaire d'une entreprise. Donc, les recettes de Sassou ne viennent que de l'État congolais. Les enfants de Sassou n'ont pas d'entreprise. La fille de Dominique Okemba, Jean-Dominique Okemba, conseiller à la sécurité nationale, sa fille a donné 1,5 milliard de francs CFA à son copain. Mais elle n'est pas une patronne d'une entreprise. Elle ne gère pas une entreprise. Donc, cet argent ne vient que des finances publiques. Mais, donc, notre argent arrive bien dans nos finances, dans nos comptes publics. Mais sauf que il y a des magouilles qui sont faites pour détourner cet argent et ça finit dans les maisons des gens. Et là, c'est le rôle de la lutte contre la criminalité financière. Donc, il nous faut une brigade de gendarmerie spécialisée dans la criminalité financière, de sorte que lorsque les gens montrent comme ça qu'ils ont de l'argent par devers eux, la brigade financière, la brigade de lutte contre la criminalité financière s'auto-saisit. La preuve, le procureur de Brazzaville vous dit quoi? Sur les réseaux sociaux, j'ai entendu parler d'Olizy. Eh bien, le procureur peut s'auto-saisir. C'est dans sa fonction, c'est dans ses missions. Il peut s'auto-saisir dès lors qu'il a connaissance des faits qui se passent à l'intérieur de son territoire. C'est là où il a le mandat d'agir. Donc, il nous faut une brigade pour lutter. Parce que sinon, l'argent arrive dans les caisses et l'argent disparaît. L'exemple le plus retentissant, ce sont les 14 000 milliards de francs CFA que Denis Sassou Nguesso lui-même a dit qu'on va épargner pour les générations futures. Donc, cet argent, au titre des recettes, est bien arrivé dans les caisses de l'État, au titre des dépenses volatilisées. Alors, comment expliquer cela? 14 000 milliards de francs CFA, c'est environ 8 années, 8 ans de budget national. C'est-à-dire, pendant 8 ans, on peut s'asseoir, on croise les mains, on ne fait plus rien, on arrête toute la production pétrolière, on arrête tout, mais nous avons de l'argent pour vivre 8 ans. 14 000, 8 ans, 14 000 milliards, c'est comme un père de famille, une mère de famille, un couple. Ils ont tellement réalisé des économies qu'ils ont de quoi vivre pendant 8 ans sans travailler, sans rien faire. 14 000 milliards. Mais lorsque le pouvoir vous dit que cet argent a disparu, lorsque le pouvoir n'est plus en capacité de vous expliquer cette dépense, c'est un pouvoir, même criminel n'est pas le mot juste. Moi, j'accepte, une fois de plus, je vous le dis, j'accepte de débattre avec Kolide Makosso, j'accepte de débattre avec Christelle Denis Sassou Nguesso, avec le président Denis Sassou Nguesso. On peut débattre. C'est l'argent des Congolais. Donc, ils ne peuvent pas nous refuser un débat autour de la loi finance, autour du budget de l'État, autour des 14 000 milliards. C'est un droit pour nous, les Congolais, de demander au pouvoir de rencontrer la société civile, les populations, et donc nous allons débattre de ces sujets-là autour de la loi finance. Ne vous inquiétez pas, tapez sur Google la loi finance au Congo-Brazzaville, peu importe l'année, vous avez le document. Si l'État congolais ne le met pas en ligne, la Banque mondiale, le FMI, la Banque de France, ils ont tous ces dossiers-là en ligne, puisqu'ils le reçoivent. Vous pouvez taper la loi finance de Kinshasa. Moi, j'ai reçu le document sur la loi finance de la République démocratique du Congo. Plus de, je crois, ça doit faire à peu près 80 pages, selon les années. Les lois finances du Congo, année après année, je les regarde. C'est comme ça que je sais que tel ministère va recevoir telle somme d'argent. Mais où va cet argent? Parce que c'est de l'argent qui arrive vraiment pour la dépense du ministère. Ça, c'est vrai.
Donc, quand on vous dit que l'éducation nationale ne marche pas au Congo, la santé, l'hôpital, les hôpitaux sont en grève au Congo parce qu'on ne paye pas les salaires, parce qu'il n'y a pas de matériel pour fonctionner, les services de radiologie sont fermés, parce que l'argent a été volé. Ne vous trompez pas. Amenez-moi le ministre de l'économie et des finances, emmenez-moi le ministre de la santé, on va débattre. L'argent a été dilapidé, a été volé. Lorsque les véhicules de police manquent de carburant, c'est parce que l'argent a été volé. Lorsque le ministre des Sports vous dit qu'il n'y a pas de ligne budgétaire sur l'entretien des sports, c'est un menteur. C'est un menteur. Il n'y a pas un stade au Congo où il n'y a pas de budget pour les nettoyer. Sinon, vous êtes médiocre. Puisque l'argent arrive bien dans nos caisses, et une fois que c'est dans nos caisses, l'argent va où? Je vous laisse écouter. Christelle Denis Sassou Nguesso, épinglée par un rapport de Global Witness, l'ONG britannique accuse le fils du président congolais d'avoir détourné à son profit plus de 50 millions de dollars, soit environ 30 milliards de francs CFA de fonds publics. Le document indique que l'argent reçu aurait servi à mettre en place une structure d'entreprise complexe et opaque dans plusieurs pays. Global Witness cite notamment 6 pays européens, les îles Vierges britanniques et l'État américain du Delaware. Selon l'ONG, ces pays, je cite, ont été impliqués dans ce qui s'avère être une manœuvre de blanchiment d'argent. Fin de citation. Dans ce document, qu'est-ce qu'on entend? L'argent au trésor, ce sont les enfants du président qui se servent. Donc les enfants du président se servent au trésor public. Mes chers compatriotes, regardez le trésor public. Comment on fait pour aller prendre l'argent au trésor public? Pour s'acheter des villas en France, pour s'acheter des maisons ou des appartements à 7 millions de dollars aux États-Unis. Regardez combien coûte une cimenterie, combien coûte une raffinerie. Et comment comprendre qu'une usine au Congo peut coûter entre 300 et 500 millions de francs CFA? Une usine, cimenterie, raffinerie, ça dépend, qui coûte cher, mais autour de ça. Quand la fille du conseiller à la sécurité nationale donne 1,5 milliard, mais cette fille vient de donner 3 raffineries à un Ivoirien. Et les Congolais n'ont pas le boulot. Comment quelqu'un peut donner 2 milliards à un Gabonais? Vous avez ce Gabonais qui a été arrêté à la frontière entre le Gabon et le Congo, avec 2 milliards dans les valises. Mais 2 milliards, ça fait combien d'usines au Congo? L'usine de Dangote a coûté 280 millions de francs CFA. Quand vous entendez 1 milliard, mais c'est au moins 3 usines. Donc, si le Congo n'a pas d'usine, si le Congo n'a pas de boulot, si les Congolais souffrent, mais c'est une souffrance voulue par Denis Sassou Nguesso en complicité avec la plupart des hommes et des femmes politiques au Congo. Vérifiez par vous-même combien coûte une raffinerie. Et nous avons eu 14 000 milliards. La misère au Congo, la pauvreté au Congo, c'est un fait exprès. Il y a des documents. La misère au Congo, c'est voulu. Je vous donne encore un autre exemple de la dilapidation de nos finances publiques. Parce que l'argent arrive bien, mais où va l'argent? Prenez la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Avec, je crois, 8 milliards, les Ivoiriens ont construit 6 stades. La Côte d'Ivoire, de projecteurs et d'écrans LED. La tribune principale, répartie sur 2 étages, abrite des bureaux, des vestiaires, un espace VIP et une salle de presse. Toujours officie de 20,17 hectares, est équipé de 20 000 places entièrement couvertes, d'un gazon naturel et d'un parking de 2000 places. Et on a joué la Coupe d'Afrique. On a tous dansé le coup de marteau. Ironie même du sort. Nos cousins de Kinshasa, au lieu de nous emmener avec eux, ils nous ont demandé de surveiller le fleuve. Et en surveillant le fleuve, alors j'ai même appris que les Congolais ont fini par enceinter Mami Wata. Bon, ça c'était pour faire rire, mais on a vécu ça. Avec 8 milliards environ, les Ivoiriens ont construit 6 stades qui ont été homologués par la CAF et par la FIFA. On a joué la Coupe d'Afrique. Le Congo, avec 11 milliards de francs CFA, construit le stade de Kintele, qui n'a jamais obtenu d'homologation, ni de la CAF, ni de la FIFA. Et d'ailleurs, on est obligé d'aller jouer nos matchs à l'extérieur. On a joué contre le Maroc, l'aller au Maroc et le retour au Maroc. Quelle honte! Vous vous souvenez que le stade Alphonse Massamba Débat est resté fermé pendant un bon moment
parce que nous avions perdu la bonne qualité de notre pelouse synthétique. Et c'est pour cela que l'homologation nous a été retirée par les deux instances qui sont la CAF et la FIFA. Quelle honte! Et si les Congolais s'étaient penchés sur la loi de finances au moment de la construction du stade de Kintélé, ils auraient réagi. Avec 500 millions de francs CFA, vous construisez une raffinerie qui crée beaucoup d'emplois, emplois directs et emplois indirects, et vous dépensez 11 milliards pour un stade. Est-ce que ces gens méritent de nous diriger? Moi, je suis scientifique et ma méthodologie est dialectique. 11 milliards de francs CFA. On a construit un seul stade qui est médiocre. Alors que 8 milliards, et d'ailleurs, le pire, c'est que les Ivoiriens construisent avec 8 milliards de francs CFA d'aujourd'hui, qui est peut-être l'équivalent de 5 à 6 milliards au moment où on construit Kintélé. Et Kintélé a coûté 11 milliards. Méthode comparative, que je vous enseigne souvent. Donc, vous voyez que si les Africains en général, et les Congolais en particulier, si vous souffrez, c'est parce qu'il y a un système mafieux qui est mis en place par des gangsters au pouvoir qui n'arrêtent pas de piller nos finances publiques. Lorsque Christelle Denis Sassou Nguesso achète un hôtel privé à Paris, 8 millions de francs CFA, mais 8 millions d'euros. Mais 8 millions d'euros, on est à un peu plus de 5 milliards de francs CFA. Je vous dis tout à l'heure qu'avec 500 millions, on construit une usine au Congo qui peut embaucher jusqu'à 500, 600 personnes en emploi direct, jusqu'à 4000 personnes en emploi indirect. C'est-à-dire, avec 500 millions de francs CFA, on peut créer de l'emploi pour près de 5000 Congolais. 5 milliards, on crée combien d'emplois? Et la façon dont je suis en train de raisonner, c'est comme ça que raisonne un homme politique. Moi, je peux diriger le Congo et les Congolais vivront mieux, 1000 fois mieux que ce qui se passe parce que je sais. Et les compétences qui me manquent, je saurai où est-ce que je vais les chercher. Je saurai avec qui travailler et quels résultats avoir. Donc, la loi de finances, c'est-à-dire ce qui matérialise le budget de l'État, voilà le fonctionnement. Il y a des entrées et on décide comment on va dépenser l'argent pour que les gens vivent bien. Et s'il y a manque, ça suppose qu'il y a détournement, il y a des gens qui ont fait tout et n'importe quoi. Alors, il y a un chapitre de la loi finance ou du budget qui est important. Le budget est toujours voté à l'équilibre, c'est-à-dire le total des dépenses prévues égale au total des recettes attendues. Si le budget est déficitaire, déjà, si le budget est excédentaire, comme Sassou l'a souvent dit, nous avons un budget excédentaire de 300 à 500 milliards de francs CFA. C'est une très bonne chose. C'est peut-être signe d'une bonne gestion. Mais si le budget est excédentaire, alors, dans la loi doit nous dire quelles sont les affectations des excédents. Est-ce qu'on va rembourser une partie de la dette? Est-ce qu'on va augmenter un peu les salaires, le niveau de vie des Congolais, ou on va investir dans les domaines où on n'avait pas prévu? Donc, il y a une affectation. L'excédent, ce n'est pas pour notre cher président bien-aimé. Mais si le budget est déficitaire, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne fera pas. Or, il faut les faire, puisque c'est prévu dans la loi de finances, c'est prévu dans le budget. Et bien, dans ce cas, soit on a des économies, c'est-à-dire qu'on appelle les fonds propres, qu'on va donc injecter pour combler le déficit, et ça, on le note aussi, ou soit on va donc réduire les dépenses, tant pis, ça, on ne fera pas, puisqu'on n'a pas les moyens, ou on va recourir à l'emprunt. Et là, on va chercher la Banque mondiale, le FMI, en tant qu'emprunteur, mais aussi en tant que soutien technique, où on va aller chercher les institutions financières internationales. Mais très souvent, c'est parce que les gens ont mal géré que l'argent manque, comme je l'ai démontré. Je vous laisse écouter Christine Lagarde. C'est un peu plus long, mais écoutez Christine Lagarde et on revient. C'est-à-dire que quand un pays n'a pas su gérer son économie, quand il a beaucoup trop dépensé, quand il n'a pas veillé à l'augmentation menaçante de sa dette, eh bien, dans ces conditions-là, très souvent, les marchés financiers dont il se sert pour se financer se ferment et disent non, on ne veut plus prêter à tel pays,
parce que sa situation et sa gouvernance économique n'est pas satisfaisante et on n'est pas prêt à prendre ce risque. À ce moment-là, le pays fait quoi? Il se tourne vers les prêteurs institutionnels, et le prêteur institutionnel de premier choix, c'est le Fonds monétaire international. Mais on n'est pas une banque, donc on ne prête pas de l'argent que nous on va chercher sur les marchés, on prête l'argent des autres États membres. Donc c'est un peu comme une caisse de solidarité. Et quand un pays se trouve dans la difficulté, eh bien, il va emprunter à travers le FMI à tous les autres collègues autour de la table. C'est-à-dire que ce sont les contribuables du reste du monde qui vont venir prêter aux pays en difficulté. Évidemment, tous les contribuables du monde, ce ne sont pas des organismes philanthropiques. Donc, ce qu'ils attendent en contrepartie, c'est que le pays qui n'a pas su gérer son économie ou qui se trouve en difficulté prenne des mesures pour remédier à sa situation. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et c'est à ce moment-là que nous, le FMI, on dit, bon, il nous semble qu'il faut lever un peu plus d'impôts sur telle et telle catégorie, ou qu'il faut réduire la dépense publique dans tel domaine, ou qu'il faut prendre telle ou telle mesure structurelle pour que l'économie tourne mieux, pour qu'il y ait plus de fluidité, pour qu'il y ait plus d'accès aux acteurs économiques, pour que ce ne soit pas toujours les titulaires de rente qui conservent l'activité par devers eux. Et ça nous amène à recommander des solutions que les États n'avaient pas été en mesure de prendre ou qui n'avaient pas voulu prendre. Mais ça les a amenés à cette situation de difficulté qui les amène auprès du FMI à dire on n'y arrive pas, il faut que vous nous aidiez à nous en sortir. Qu'est-ce que Christine Lagarde nous dit? Christine Lagarde nous enseigne la rigueur budgétaire, la rigueur financière. Et regardez le public. Christine Lagarde s'adresse aux étudiants et aux étudiants noirs. Je crois qu'on est aux États-Unis. Elle fait une conférence. Et elle cite les grandes universités, Harvard, Princeton, Yale. Mais citons Marine Ngouabi, citons l'université Sassou Nguesso. Si ce sont des universités d'excellence, les écoles d'excellence, pourquoi ces écoles ne sont pas citées par les Occidentaux? Et pourquoi ces écoles ne permettent pas l'évolution, le développement, le progrès dans nos pays? Il faut se questionner. Christine Lagarde nous enseigne quoi? Les finances publiques, la maîtrise des finances publiques. Et comme elle le dit, il y en a qui gèrent mal, qui font n'importe quoi et qui demandent au FMI d'intervenir, mais le FMI n'est pas là pour développer un pays. Le FMI soutient les pays, mais ce n'est pas le FMI qui élabore les politiques budgétaires, ce n'est pas le FMI qui écrit la loi finance. Le FMI vient en soutien technique. Elle vous dit comment fonctionne le FMI, elle vous retrace même l'histoire du FMI. Mais nous, que faisons-nous? Quelle est notre responsabilité? Aujourd'hui, Lagarde nous dit ce sont les taxes, les impôts, les contributions des États membres qui viennent de leurs citoyens qui payent. Vous avez par exemple, vous avez ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Sachez-le, même au Congo, ça existe. Et on n'en parle pas. C'est pour ça que je veux qu'on en parle. Au Congo, vous avez par exemple les cotisations sociales. Personne qui travaille, l'État prélève les cotisations sociales. Même quand vous travaillez dans une société privée, l'État vous prélève les cotisations sociales. Les cotisations sociales sont prélevées. Pourquoi? Pour vous protéger contre le chômage, pour vous protéger contre les maladies, pour vous protéger lors de la retraite. C'est-à-dire, les prélèvements réalisés par l'État congolais, lorsque vous perdez votre emploi, surtout quand vous êtes dans le privé, l'État vous verse une allocation chômage. Ça existe chez nous. C'est dans nos textes, c'est dans la loi finance. Lorsque vous tombez malade, votre employeur peut arrêter de vous verser le salaire puisque vous ne travaillez pas, mais l'État, par ses organismes spécialisés, vous verse ce qu'on appelle une indemnité journalière de compensation parce que vous ne travaillez plus. Et lorsque vous êtes à la retraite, la caisse de retraite des fonctionnaires, mais il y a aussi la caisse de retraite des privés, prend le relais pour vous garantir un revenu. Cet argent a été prélevé par l'État. Et donc, il faut demander des comptes à l'État. Qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Où est passé cet argent? Il y a bien une fiscalité des personnes et une fiscalité des entreprises. Dans vos fiches de paye, il y a bien les impôts sur les revenus qui sont retenus à la source. Mais où va cet argent? Ça fait partie des recettes de l'État. Je ne parle même pas des matières premières, le pétrole, le bois.
Tout le monde paye les taxes et les impôts au Congo. Au Congo, par exemple, en 1997, on a instauré la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui doit être autour de 18%. C'est-à-dire, quand vous payez 1000 francs, quand vous achetez dans les magasins, et puis vous payez 1000 francs, eh bien, l'État prélève 180 francs. Donc, les commerçants, les entreprises vendent et l'État a délégué aux entreprises le soin de prélever une taxe, l'équivalent du 18% de votre facture que vous payez. Et donc, ces entreprises reversent cette somme à l'État. Mais l'État prend la TVA pour quoi faire? L'impôt sur les sociétés, c'est pour quoi faire? L'impôt sur les sociétés, nous sommes autour de 30% du bénéfice des sociétés. Donc, quand une société réalise 100 000 francs de bénéfice annuel, l'État prend 30 000 francs. Donc, les sociétés qui vous disent « j'ai réalisé 100 millions de francs CFA », donc l'État est censé prendre 30 millions de francs CFA ou le pourcentage équivalent. Alors, où va cet argent et comment est utilisé cet argent? C'est ça qu'il faut débattre, mes chers hommes et femmes politiques du PCT, de l'UPADS, de Yuki, du RDD, du RDPS, du MCDDI. Madame Mounari, Monsieur Mathias, voilà le vrai débat. Et expliquer aux Congolais qu'est-ce qui justifierait aujourd'hui notre pauvreté. La pauvreté n'est pas une volonté de Dieu, ça c'est très faux. Puisque au Moyen-Âge, le royaume Congo est au même niveau de développement que le royaume du Portugal. Au Moyen-Âge, vous avez des universités à Tombouctou, vous avez des universités à Djenné, vous avez des universités à Gao. Au Moyen-Âge, il n'y a pas d'université en Europe, mais vous avez des universités à Gao, Tombouctou et Djenné. En Afrique de l'Ouest, on a connu les universités avant l'Europe occidentale. Au Moyen-Âge, nous sommes au même niveau que l'Occident. À quel moment s'est opéré le miracle que nous sommes pauvres aujourd'hui? Débattons, réfléchissons. Dubaï aujourd'hui. Ah non, si tu m'aimes, tu m'amènes passer l'anniversaire à Dubaï. En 1990, Dubaï est moins que Boko. Boko Kinkala sont mieux que Dubaï. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Dubaï est Dubaï et nous avons pris le chemin inverse? Je vous répète ici la phrase de Kofi Annan lorsqu'il est premier secrétaire général des Nations Unies. Kofi Annan dit dans ses rapports annuels que l'Afrique noire est non seulement aujourd'hui le continent le plus pauvre, mais le seul à s'appauvrir. C'est-à-dire d'année en année, Kofi Annan dit attention, d'année en année, l'Afrique noire est de plus en plus pauvre, alors que toutes les autres parties du monde, bon gré mal gré, avancent. Alors c'est quoi le problème? Likambo Wichikwapi, Likambo Nini, c'est quoi le problème aujourd'hui avec nos finances? Il y a toujours dans cette idée de finances publiques et de budget de l'État, une notion qu'on appelle la comptabilité publique. L'exécution des dépenses et des recettes publiques est divisée en opérations administratives et en opérations comptables, ce qui correspond au principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable. En ce qui concerne l'ordonnateur, toute dépense doit faire l'objet d'un engagement, d'une liquidation et d'un ordonnancement. L'engagement est l'acte par lequel une personne publique crée ou constate à son encontre une obligation juridique de laquelle résultera une charge budgétaire. Cet engagement juridique se couple avec un engagement comptable qui consiste à bloquer les crédits correspondants. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la somme à payer et de vérifier la réalité de cette dette. Sauf exception normative, elle ne peut intervenir qu'après constatation de l'exécution de la prestation ou de la livraison de la fourniture convenue. C'est ce qu'on appelle la règle du service fait. L'ordonnancement ou mandatement est l'acte administratif donnant au comptable l'ordre de payer la dette de l'administration. En ce qui concerne le comptable, le règlement de la dette est assuré par le comptable accrédité auprès de l'ordonnateur, que l'on appelle le comptable assignataire. Avant le paiement, le comptable doit s'assurer que les règles de la comptabilité publique ont été respectées par l'ordonnateur.
À défaut, le paiement est suspendu, il y a un refus de visa. C'est ce que l'on appelle le contrôle des dépenses engagées, qui est un simple contrôle de régularité de la dépense et non de l'opportunité de l'opération. En matière de recettes, l'ordonnateur constate ou calcule la créance et envoie au débiteur de l'administration un ordre de recette. Le comptable public est ensuite seul chargé du recouvrement des ordres de recettes après vérification des pièces fournies par l'ordonnateur. La comptabilité publique, c'est à la fin de l'exercice, l'état général des dépenses et des recettes. C'est-à-dire, à la fin d'un exercice, on fait le point. Et on fait le point pour dire, tiens, regardons notre grand livre, comment on a dépensé et comment on a créé de la richesse. Et c'est ce qui a favorisé, c'est cet exercice qui a créé un peu la zizanie à l'hôpital de Dolisie autour de ce qu'on a appelé Makita Gate. Ce que dit le jeune Makita. Bon, ce que je lui reproche, c'est son soutien indéfectible à Denis Sassou Nguesso et à Colin Makosso, qui sont les grands maîtres de ce système-là. Il dit, mais tiens, on me demande de signer, mais je n'ai rien compris, je demande à voir telle personne, non, la personne est à Brazzaville. Bon, voilà. Mais ça, quand on pense qu'il faut Makita, Fred Makita, pour qu'on en arrive, que le procureur convoque tout le monde, alors là, on a atteint le summum en termes de médiocrité dans un pays. Alors là, je vous le dis, on a atteint le summum. Si on a attendu Fred Makita, qui va faire 21 jours pour déclencher ça, je vous jure que vous êtes foutus. Le Congo est foutu. Et je peux en débattre avec qui vous voulez. Le Congo est foutu. Donc, on a attendu Fred Makita pour qu'il y ait ce déclenchement. Mais l'État a des services spécialisés. L'État a des services compétents pour surveiller la comptabilité publique et même la comptabilité des hôpitaux. Et donc, très vite, ne serait-ce que lorsque dans un hôpital, il y a des grèves parce qu'il n'y a pas de salaire, parce qu'il n'y a pas de médicaments et autres, mais tout de suite, on déclenche ce qu'on appelle l'audit public. L'État, chaque année, ou tous les 2 ans, devrait procéder à l'audit de ses comptes publics. Lorsqu'on nomme un Premier ministre, tout Premier ministre qui arrive commence par l'audit des comptes publics. Et donc, il verrait bien que dans les hôpitaux, ça ne marche pas. On vient de nommer un nouveau directeur général de la police. L'une des premières choses à faire, ce n'est pas de convoquer ce policier de Moutabala et de le sermonner. C'est déjà de faire l'audit des comptes publics de la police. Comment la police a été gérée. Si le général première classe, fils Itou, Obami Itou, sermonne ce policier, alors même qu'il y a eu un général qui a été 27 ans. Ça veut dire qu'il est en train de pointer les dysfonctionnements du général Dengue. C'est tout. Il passe par les pauvres policiers, mais il est en train de vous dire que Dengue a fait n'importe quoi. Mais lui non plus, hein, rassurez-vous, il ne fera rien puisqu'il a entre ses mains ce qu'on appelle le pouvoir disciplinaire de l'État. Donc, il n'a pas besoin de faire ce cinéma-là devant tout le monde. Il n'a qu'à convoquer ce policier dans le cadre des mesures disciplinaires en vigueur dans la fonction publique et tout. Pour revenir à notre Makita Gate, l'État a des mécanismes pour contrôler ses dépenses publiques. Vous prenez un exemple. Lorsque vous apprenez que Edgar Nguesso peut venir en France et acheter 120 costumes, 80 chemises, Christelle Denis Sassou Nguesso dépense 1 200 000 juste pour les cravates, chemises, costards. Mais vous savez, l'argent vient d'où? Des comptes publics. Un agent de l'État ne peut pas avoir une dépense pareille. Denis Sassou Nguesso porte des costumes à 12 000 euros dans une réunion de la francophonie où les présidents africains demandent de l'argent à François Hollande, qui a un costard à 2 000 euros. Mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Comment on qualifie cela? Prenez le cas des pays scandinaves. Lorsque une ministre ou un ministre scandinave paye avec sa carte professionnelle les biens personnels, quand bien même qu'il se rend compte ou pas, quand bien même qu'il rembourse ou pas, mais les gens démissionnent. Il y a même un ministre ou une ministre qui a acheté des chewing-gums, 2 euros ou 3 euros, qui a dû les rembourser parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'était trompé de carte. Alors, comment se fait-il que chez nous, des ministres se promènent avec des millions de francs CFA? Quelle est la limite de paiement en espèces chez nous?
Tout ça, c'est des choses qu'il faut voir. Lorsque je vous ai brossé cette situation, je vous demande de regarder comment les autres pays réagissent, notamment le Kenya et en France, les gilets jaunes que vous avez connus pendant au moins 3 ans, les gilets jaunes, juste parce qu'on a ajouté quelques centimes d'euros sur le prix du carburant dans la loi finance. Et au Kenya, parce que la loi finance a voulu créer une taxe supplémentaire. Je vous laisse regarder. Pour la deuxième fois cette semaine, les Kenyans sont descendus dans les rues à travers tout le pays pour protester contre le projet de loi de finances du gouvernement. Mardi, le gouvernement avait rétropédalé et supprimé certaines mesures, mais pour la population, ce n'est pas assez. Notre correspondante Élodie Cousin a suivi la manifestation à Nairobi. C'est à midi pile que certains Kenyans ont commencé à siffler dans les rues de Nairobi pour lancer le top départ de cette manifestation. Manifestation, et c'est assez rare pour le préciser, a été organisée sans aucun parti politique et qui donc s'opposait au nouveau budget 2024 du gouvernement qui doit introduire des nouvelles taxes comme un nouvel impôt pour tous les plus de 25 ans, même au chômage. Alors le cortège était composé principalement de jeunes qui criaient des slogans comme « Ruto doit partir ». Je vous propose d'écouter certains d'entre eux. Nous devons protéger nos libertés. Nous devons dire non à la lourdeur de la fiscalité. Nous devons dire non aux pratiques commerciales impitoyables dans ce pays. Nous devons faire ce que le Parlement ne fait pas. Et nous faisons ça pour les générations à venir. Pourquoi Ruto voudrait que nous lui donnions de l'argent pour les impôts? Nous ne savons même pas où vont nos impôts. Ce gouvernement ne nous rend aucun compte. Alors nous, la jeune génération, voici ce que nous promettons. Nous allons vérifier nos cartes d'identité et nous irons voter pour que ce gouvernement soit démis de ses fonctions. Donc, vous voyez bien, on ne peut pas comme ça laisser passer les choses qui constituent la vie d'une nation, la vie d'un État, et s'intéresser aux futilités. Il faut être sérieux quand on parle de l'économie nationale, lorsqu'on parle des dépenses de l'État. Moi, j'ai quelques propositions à faire. La première proposition, c'est supprimer l'usage des espèces au Congo-Brazzaville. Déjà, pour contrôler nos finances publiques, il faut donc qu'on puisse voir comment fonctionne le trésor de Brazzaville, comment fonctionne le trésor de Pointe-Noire, mais comment fonctionnent tous les trésors départementaux. Ça, c'est très important. Dans le Niari, dans le Poul, les plateaux, la cuvette ouest, la cuvette, la Sangha, la Likwala, la Legoum, la Bouenza, le Kouilou, comment fonctionnent les trésors publics? Qui est à la tête des trésors au niveau de ces départements et comment on fait? Il faut qu'on rende public comment sont prélevés les taxes et les impôts chez nous. Les douanes, comment ça fonctionne? Le port de Pointe-Noire, l'aéroport, les aéroports. Tout ça, il faut que la gestion soit rendue publique. Supprimer l'argent espèce. Il faut bannir l'utilisation des espèces en ce qui concerne l'État, mais en ce qui concerne aussi les personnes. C'est-à-dire, un Congolais ne devrait pas payer en espèces au-delà de 5 000 francs CFA. Une carte, un virement ou un chèque. Il y a des faux chèques, on banit. Carte ou virement. Il faut que les banques soient structurées parce que la médiocrité de notre système bancaire crée de l'évasion fiscale, crée des détournements d'argent. Donc, le fait d'utiliser trop d'espèces, ça ne permet pas à l'État de contrôler son taux de prélèvement. Il y a les prélèvements obligatoires, mais on ne sait pas là où ça finit. Et donc, interdire l'usage de l'argent public pour permettre une traçabilité de la dépense publique. C'est-à-dire, lorsque le CHU veut commander des ambulances ou des lits, le directeur du CHU, avec ses services comptables, ses services financiers, élabore son budget, dit ses investissements, c'est validé par le ministère, on lui autorise une certaine dépense en tenant compte des devis envoyés, 3 devis minimum, pour montrer qu'on a choisi, on a bien acheté, on a acheté efficace, mais on a bien acheté. Et une fois que les lits sont livrés au CHU, il y a un service habilité du ministère de la Santé qui vient vérifier, ça peut être la direction régionale ou la direction départementale, si on est en région ou en département, qui vérifie que la livraison a bien été effectuée, que l'hôpital accuse réception, et c'est un service comptable de l'hôpital du CHU qui envoie les documents nécessaires à la direction soit générale
de la santé publique ou à la direction départementale ou régionale de la santé, et c'est le service du Trésor public qui reçoit en dernier lieu les documents de la direction centrale ou générale et qui procède au paiement. Et donc, le Trésor donne un ordre de paiement, mais n'envoie pas l'argent, non, donne un ordre de paiement et on fait le virement. Dès lors, on a une traçabilité de bout en bout de toute la chaîne et on peut contrôler, on peut vérifier. Lorsqu'on apprend que un religieux, pasteur Castano, a été victime de vol de 120, je ne sais plus combien de centaines de millions de francs CFA chez lui, dans ses magasins ou dans ses paroisses, et de 100 000 euros en espèces, il doit faire l'objet de poursuites parce qu'un citoyen n'a pas à détenir de telles sommes chez lui, sauf si c'est la criminalité fiscale, sauf si c'est la criminalité monétaire. Et ça, il faut mettre de l'ordre dans nos finances publiques. Nous sommes pauvres parce que nous avons nous-mêmes organisé la médiocrité de nos finances publiques. Et c'est au bénéfice des gens qui nous dirigent. Autre chose, tout travail doit être déclaré à la caisse de l'État, privé ou public déclaré. Et celui qui travaille reçoit un contrat de travail avec une fiche qui montre que le travail a bien été déclaré. Et donc, la personne sait dans quelle caisse il cotise, les montants de cotisation, et il peut savoir qu'après 30 ans, 40 ans, 50 ans d'exercice, si je suis à la retraite, qu'est-ce que je touche? Si je suis au chômage, qu'est-ce que je touche? Et si je suis en arrêt maladie, qu'est-ce que je touche? Ça vaut pour tous les pays du monde. Et le Congo n'y échappe pas. Donc, nous avons à organiser nos finances. Et chaque année, l'État donne au niveau comment on appelle ça? Au niveau de ses documents de finances, l'état des dépenses des exercices précédents. On fait une analyse et on se dit, bon, telle année, voilà ce qui s'est passé. L'année prochaine, voilà ce que nous allons corriger. Voilà, chers téléspectateurs de R7, ce que je souhaitais échanger avec vous sur cette notion de loi-finance, des budgets, des recettes de l'État, de la comptabilité, des taxes financières que nous avons dans notre pays, pour que chacun puisse comprendre si nous sommes pauvres, parce que c'est une pauvreté organisée au plus haut niveau de l'État, et tous ceux qui ont soutenu Sassou, lorsque Sassou est revenu au pouvoir en novembre 1997, lorsqu'il a commencé son coup d'État, il savait que Sassou arrivait avec des techniciens occidentaux pour organiser le pillage de nos finances et de nos ressources. Il le savait. Tous ceux qui ont travaillé avec lui, ils le savaient. Même ceux qui sont passés aujourd'hui à l'opposition, ils le savaient. Ils sont tous comptables. Et un jour, ils devraient tous se rendre compte parce qu'ils ont assisté au Conseil des ministres. C'est au Conseil des ministres où on prend les grandes décisions et ils savaient depuis 1997 qu'on est en train de trahir les populations congolaises. On est en train de les trahir. Au pouvoir de Sassou, vous avez des docteurs en économie. Jean-Louis Bakabadio est docteur en économie. Il a fait son doctorat 3e cycle sur l'économie politique, qui est la matière première, la Bible des politiques. Comment il conseille Sassou? Il doit passer à la télé et expliquer aux Congolais. Il est un cadre de l'État. Il doit rendre des comptes aux Congolais. Comment se fait-il que vous avez des docteurs en économie politique? Ils ont étudié les finances et nous sommes dans cet état-là. Ils doivent parler. Ils savent qu'ils mentent aux Congolais. Ils le savent. Et c'est quand même triste. Aujourd'hui, vous avez Théophile Obenga. Hier, qu'est-ce qu'il a dit? Sassou est le seul capable à diriger le Congo. Mais vous savez lesquels ont réagi les premiers? Ce sont les étudiants d'Obenga que nous sommes. Nous avons été les étudiants d'Obenga sur Zengamambou. Nous avons réagi. Nous avons dit, professeur, comment vous pouvez tenir de tels propos? C'est contraire à ce que vous nous avez enseigné. Je demande aux Congolais de refuser le mensonge intellectuel et professionnel. Et c'est pour cela qu'en parlant du panafricanisme, et je termine par là, je demande aujourd'hui aux panafricanistes de laisser tomber l'Occident et de s'occuper des pouvoirs africains. Parce qu'aujourd'hui, les premiers responsables de la misère en Afrique, ce sont les pouvoirs africains. Lorsque Christelle vole l'argent du trésor, ce n'est pas l'Occident qui lui demande, c'est lui qui le fait. Parce qu'il est acteur de ses actes.
sauf si on dit que psychiatriquement, psychologiquement, il est malade. Alors il faut l'interner à l'hôpital psychiatrique. Nos chefs d'État sont responsables des accords qu'ils signent. Ils sont responsables de la dilapidation des fonds publics. Ils sont les premiers responsables. Écoutez Christine Lagarde. Moi, j'ai étudié en Chine. Les grands professeurs en sciences politiques, politique internationale en Chine nous disaient, mais vous criez contre l'Occident. Mais pourquoi vous signez ces accords-là avec eux? Pourquoi vous prenez votre argent pour aller acheter chez eux? Pourquoi vous créez autant d'évasion d'argent vers l'Occident et vous faites encore semblant de critiquer l'Occident? Voilà la critique de la Chine vis-à-vis de nous. La critique de Poutine aussi. Je ne suis pas fan de Poutine, mais Poutine fait la même critique par rapport au chef d'État. Donc le panafricanisme aujourd'hui doit être un panafricanisme dialectique, c'est-à-dire un panafricanisme qui regarde d'abord le comportement des chefs d'État et de gouvernement africains qui font mal leur job. Le panafricanisme aujourd'hui doit d'abord condamner le comportement des hommes politiques au pouvoir et lutter pour les droits de l'homme dans nos propres pays et pour le progrès, voire le développement de nos pays. C'est ça le panafricanisme. Un panafricanisme aujourd'hui qui est contre la France de façon exacerbée, contre l'Occident, oui, pourquoi pas? Et alors, ça a empêché le monde d'avancer? Est-ce que ça empêche le monde d'exister? Le monde existe toujours. C'est parce que nous nous trompons de cible aujourd'hui. La cible, c'est Sassou Nguesso. La cible, c'est le pouvoir de Sassou Nguesso. Ce n'est pas seulement l'hôpital de Dolisie. Ça, l'hôpital de Dolisie, c'est que dalle dans le système que Sassou a mis en place pour... Bernard Kolela, paix à son âme, disait, ils ont créé un système pour boucouter. Hein? Bernard Kolela a créé le verbe boucouter, qui vient du boucoutage. C'est-à-dire, il a dit, c'est une république de chèvres. Ils se sont mis autour des finances de la République et ont commencé à brouter. Et ils ont tout brouté. Et donc, notre combat, c'est le combat des finances publiques. Parce que, peu importe celui qui viendra au pouvoir, s'il trouve les caisses vides, c'est ce qui s'est passé avec Milongo. Milongo a trouvé 4 000 francs CFA. Quand il prend... Écoutez, Milongo, quand il arrive Premier ministre, il fait un audit des comptes publics, 4 000 francs CFA. Panique à bord. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a verrouillé la fiscalité. Milongo a géré le Congo 0 francs du pétrole. Puisque Sassou, dans ses acquaintances avec Elf, a tout fait pour que Milongo ne puisse pas toucher l'argent du pétrole. Mais Milongo a continué à payer un salaire sur 2, rien qu'avec la fiscalité. Donc la fiscalité, ce n'est pas rien. La loi finance, c'est essentiellement sur la fiscalité. On ne peut pas laisser notre fiscalité entre les mains du pouvoir de Sassou qui vole tout parce que ça vaut des milliards une fiscalité dans un pays. C'est vraiment des milliards. J'espère que vous allez être nombreux à aimer, à commenter, à compléter les analyses, à compléter les documents. Et je vous retrouve à bientôt lors de notre prochaine chronique. Je vous souhaite pour le moment d'aller bien. N'oubliez pas, pensez toujours cette révolution qui permettra au peuple congolais de reprendre les choses en main. Merci à vous. Bon.